Janvier 2022, une nouvelle année vient de commencer. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 en compagnie des programmes de l'Intelligent TV, notamment de la revue de presse grand format, votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Deux invités avec nous sur ce plateau pour ce premier numéro de votre émission de cette nouvelle année. Il s'agit de Beta Michel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication du journal Le Bélier. Oui, effectivement. Bonne année 2022 à vous. Bonne année aussi à vous et de succès. Aux spectateurs, aux téléspectateurs de l'Intelligent TV. Bonne année à vous tous. Le second invité de cette émission, c'est M. Dao Sekou, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous également. Merci bien, Koné. Et puis nos vœux de succès. Merci à toi également. Nos vœux de succès également à toutes celles et tous ceux qui acceptent de suivre cette émission sur les antennes de l'Intelligent TV, la revue de presse grand format. 4 sujets vont nous intéresser ce soir dans cette émission. Dans la première partie, c'est-à-dire la synthèse de la semaine, on va décrypter avec nos invités le discours du nouvel an du président de la République, Alassane Ouattara, en ce qui concerne la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Il sera aussi question de la conférence de presse du procureur de la République de Côte d'Ivoire, Adou Richard, qui a annoncé des poursuites judiciaires contre certains leaders politiques de l'opposition, et de la sortie du centre civique de Bembresso des 70 élèves interpellés pour avoir été impliqués dans les congés anticipés. Et dans la deuxième et dernière partie de cette émission Focus Média Africain, on fera une lucarne sur la CAN 2021 au Cameroun, prévue du 9 janvier au 6 février 2021. Cela dit, partons pour la première partie de cette émission, la synthèse de la semaine. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a prononcé le vendredi 31 décembre 2021 son traditionnel discours de Nouvel An. Il a annoncé ses 3 priorités pour la nouvelle année, au rang desquelles la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Alors, messieurs, avant de toucher cet aspect du discours du président Ouattara, comment avez-vous trouvé, chacun à son niveau, le discours du président Ouattara dans son ensemble? On commence avec vous, M. Beta. Ok, bien entendu. Bon, faut dire que dans le discours, c'est que j'ai remarqué, et pour cela, je voulais profiter de votre antenne pour saluer certaines des mesures au niveau économique. Au niveau économique, c'est vrai qu'on a mis en avant la lutte contre la corruption, mais il y a certains aspects de la vie économique même des PME qui ont été vraiment pris en compte dans ce discours et dans la volonté du président de redynamiser le tissu économique. Notamment de faire en sorte que les paiements au niveau des entreprises se fassent un peu plus rapidement avec les PME. De veiller à cela et de faire en sorte que les prestataires de l'État aussi puissent être payés aussi rapidement afin que, comment dire, l'argent circule. L'argent ne reste plus seulement à travailler, mais qu'il puisse circuler. Sur ce plan-là, j'ai apprécié les mesures qui sont en vue. Mais on attend l'effectivité de ces mesures-là afin de mieux les appréhender sur le terrain. Maintenant, pour ce qui est l'aspect politique, il faut dire que c'est là que je crois que le discours a beaucoup péché, parce qu'il a péché en ce sens que on voit un Ouattara qui veut une chose et son contraire. Il parle de réconciliation, mais dans ses actes, il refuse la réconciliation. Et là, vraiment, je crois que notre antenne nous donne l'occasion d'interpeller le président sur ces questions-là. Et nous aurons l'occasion. D'accord. Dao Sekou? Oui, j'ai été particulièrement séduit par le traditionnel discours du chef de l'État à l'occasion de son adresse à la nation, parce qu'à mon sens, tous les points clés ont été abordés, excusez-moi, notamment le volet sécuritaire, économique, éducationnel, et santé et même politique. Et je pense que c'est de bon augure. Cela annonce que vraiment le président Ouattara s'inscrit véritablement dans une logique de chef, de premier responsable du pays, et qu'on peut véritablement compter sur lui en 2022 pour véritablement asseoir les jalons du développement, de la cohésion, de la réconciliation dans son ensemble. D'accord, c'est bien compris. Messieurs, je l'ai dit à l'entame de cette émission, le président Ouattara a fixé ses priorités pour l'année 2022.
Il y en a trois. La troisième priorité pour le président Ouattara pour 2022, c'est bien sûr la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption. On va suivre le président Ouattara en train d'évoquer ce sujet. Troisième priorité pour 2022 est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Après les importants progrès réalisés dans tous les domaines de la vie socio-économique de notre pays depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations. À ce sujet, les actions entamées en 2021 ont produit des résultats probants et nous allons les poursuivre. Nous devons bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. C'est dans ce cadre que j'ai décidé d'instaurer à partir de 2022 un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce prix favorisera l'éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des deniers publics, la recherche de l'excellence et qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Cela doit se traduire par un véritable changement de mentalité et de comportement. Alors, Beta Michel, le président Ouattara qui fixe la lutte contre la mauvaise gouvernance au rang de ses priorités, pour vous, cela signifie quoi? Non, pour moi, c'est à saluer d'abord, parce que nous savons que 2021 a été marqué par des scandales multiples au niveau de la gestion de nombreuses structures étatiques, et surtout des structures de l'État. Notamment, on peut les citer pêle-mêle, on parle d'ATCI, FER et tout cela. Il y a eu des audits et ça a révélé beaucoup d'incompatibilités entre la gestion financière et puis l'orthodoxie financière. Donc voilà qu'aujourd'hui le président décide d'instruire la bonne gouvernance au rang de ses priorités. Nous ne pouvons que saluer. Mais la vérité, c'est que nous voulons voir ça dans la manifestation concrètement, comment ça va se faire. Parce que nous savons que il ne faudrait pas qu'on se leurre. Quand on nomme certaines personnes à des responsabilités de direction, à certaines structures, nous savons que l'argent circule et nous voyons leur train de vie. Nous voyons leur train de vie. On n'attend pas maintenant que ce train de vie-là, qui est souvent vraiment présenté de façon ostentatoire, dans les différentes manifestations, on n'attend pas de comprendre d'où ça vient. On sait déjà d'où ça vient. Ça vient de son poste de nomination. Donc moi je pense que d'abord, comme il a parlé de conscience nationale, on attend de voir de façon concrète comment ça va se manifester dans le quotidien des populations et comment l'État va faire pour encadrer cette conscience nationale-là afin qu'elle soit visible. Alors, pour une certaine opinion, lorsque Ouattara décide de faire de la lutte contre la mauvaise gouvernance une priorité, c'est qu'il avoue de façon implicite que le pays est mal gouverné sous sa présidence. C'est un avis que vous partagez? Non, dire que le pays est mal gouverné sous sa présidence, c'est pas moi je le dis, c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'il y a des directions, après l'audit mené par l'inspection d'État, on a vu qu'il y a des directions qui ont vraiment péché par leur gestion. Donc, maintenant que le président veut prendre des mesures, c'est à saluer. On ne va pas s'attarder sur le fait que c'est mal géré. Bon, nous voulons que ce soit bien géré. Donc, quand il prend des mesures, nous ne pouvons que adhérer à ces mesures-là et nous voulons voir de façon concrète comment ces mesures-là vont faire en sorte qu'on n'ait plus ces audits-là qui révèlent des scandales comme ce que nous avons vécu en 2021. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons que espérer qu'en la matière, sur le terrain, ce que Ouattara aura décidé aura un impact réel sur la gestion des deniers publics. C'est ça notre priorité. Nous observons et nous voulons voir de façon concrète que cela soit manifeste pour qu'on ne puisse plus observer ce genre de détournement. Et puis aussi, pour nous disons que si on doit mettre la bonne gouvernance au rang des priorités, il faut aller aussi rechercher l'argent de la mauvaise gouvernance.
Hein, D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est cool. Pour qu'on puisse mettre la bonne gouvernance au rang des priorités, il faut aller chercher l'argent de la mauvaise gouvernance. Absolument. Je suis d'avis avec mon frère Beta. Je peux même dire que c'est le retour de Ouattara des années 90, parce que c'est sa rigueur dans la gestion de la chose étatique qui lui a valu cette renommée ici en Côte d'Ivoire. En 90, nous tous nous avons été témoins oculaires de la gestion rigoureuse de la chose publique par le président Ouattara. Donc, lors de son discours, de son traditionnel discours de fin d'année, j'ai été particulièrement séduit sur ce pan de son intervention. Pour moi, ça sonne le crépuscule des adeptes de l'inertie au sein de l'administration et des férus des détournements des deniers publics. Parce qu'il faut à un moment donné que ça s'arrête. On ne peut pas jouir impunément des taxes et impôts que les Ivoiriens dans tout leur ensemble se font vraiment l'effort de payer. Et des individus accaparent tous ces biens à leur propre profit. Je pense que c'est malsain. Donc, le fait que M. Ouattara tape du poing sur la table, je pense que c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas que cela reste au stade des discours. Il va falloir véritablement matérialiser sa volonté de sanctionner. Justement, Beta, il semble être dubitatif quant à la sincérité du président Ouattara d'aller au bout. Oui, il est sincère dans ses faits et gestes, mais il ne faut pas occulter qu'il y a des micro-entités systémiques de son propre parti qui gravitent autour de lui et qui tiennent véritablement les rênes du pouvoir. Est-ce que M. Ouattara sera assez courageux pour briser ces piliers-là qui le maintiennent au pouvoir en ne se faisant pas harakiri lui-même? La question reste posée. Mais je pense, s'il veut véritablement que les Ivoiriens lui accordent un crédit sur sa volonté réelle de mettre fin à la corruption, il faut qu'il aille au-delà de cette peur des caciques de son parti et qu'il frappe tous ceux qui, de près ou de loin, se seront véritablement montrés comme coupables fauteurs dans l'utilisation de la chose, des fonds publics. Alors, monsieur, si Ouattara veut lutter contre la mauvaise gouvernance, c'est que il admet qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. Quelque part, c'est pas bien géré, les choses ne sont pas bien gérées. À votre niveau, comment chacun peut expliquer la mauvaise gouvernance qu'on voit en Côte d'Ivoire en ce moment? Non, il faut dire que la mauvaise gouvernance est le fait d'abord de la tolérance des autorités. Parce que, comme je l'ai dit d'entame, lorsque on nomme quelqu'un à une poste de responsabilité et qu'on voit son train de vie, on est en même de s'interroger dès cet instant-là. Mais c'est à quoi que c'est encouragé. Aujourd'hui, quand on nomme quelqu'un à des postes de responsabilité, on le voit parrain ici, parrain là, au nom de Ouattara, il va faire cérémonie de... Mais il tire de cet argent-là où? On connaît son salaire quand même. On connaît le budget qu'il y a alloué. On connaît le coût d'une cérémonie. Souvent, même en Europe, même quand on finit une cérémonie, on établit tous les budgets. On sait combien ça coûte ici, organiser une telle cérémonie. Donc, je crois que dès que les autorités vont arrêter de tolérer ce genre de manière exhibitoire, la manière dont certains responsables nommés à certains postes de responsabilité commencent à utiliser l'argent public, on va mettre fin à toute cette gabégie-là. Il faut que dès maintenant, les autorités même fassent attention à ce genre d'action-là. C'est par là qu'on va commencer. Voilà. La tolérance donc, oui, il y a la tolérance. Il y a une tolérance, un laxisme, un laisser-faire. Mais je pense que cette façon de voler a été pratiquement institutionnalisée depuis l'heure où Houphouët-Boigny. Je me rappelle Houphouët disait qu'on ne regarde pas dans la bouche d'un gré d'arachide. Mais c'est un blanc-signe au vol. C'est une invite tacite de dire aux gens volés, on ne va pas vous demander des comptes. Il faut que cela s'arrête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, malheureusement, on a connu cela sous les différents régimes, que ce soit sous le régime Bédié, le régime Gbagbo, le régime Gueye, aujourd'hui le régime Ouattara. Il faut mettre un haut là à tout cela. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté manifeste du président de mettre fin à cela est à saluer. Et j'appelle vraiment de tout mon cœur, que cela se fasse réellement. Il faut que la saignée s'arrête. Il parle même de l'institution d'un prix d'excellence pour la bonne gouvernance. Absolument. C'est à encourager. Et je pense que cela sera de nature à instaurer une sorte de civisme. Parce que là aussi, le vol des deniers publics, c'est de l'incivisme. On parle souvent de l'incivisme au niveau comportemental, mais le fait de voler également, c'est de l'incivisme. Et je pense que l'instauration de ce prix-là pourra, à mon sens, développer les vertus morales chez nos différents cadres, chez nos différents fonctionnaires, afin de véritablement rompre les amarres avec ces pratiques-là qui ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire. Ouattara-t-il les atouts qu'il faut pour aller au bout? Bon, il est le chef de l'État.
et il a toutes les institutions avec lui, il a tout l'appareil étatique, donc on pense qu'il a les atouts. Maintenant, s'il ne veut pas les mettre en œuvre, ça c'est son... Vous pensez qu'il n'a pas envie de les mettre en œuvre? Mais non, tu sais, moi je dis que Ouattara, ça fait 10 ans de gestion. Nous passons maintenant à un Ouattara de 15 ans de gestion. Si c'est aujourd'hui, il décide de mettre ces mécanismes-là pour arrêter les détournements des deniers publics, moi je dis, moi je ne vais pas revenir sur le passé, mais je vais saluer, mais je veux que concrètement ce soit effectif. C'est ça ma préoccupation. Parce que si on veut s'attabler, pourquoi depuis il n'a pas fait, bon, qu'il le fasse maintenant et qu'il le fasse bien. Et aussi, il y a une autre chose que j'ai ajoutée, j'ai dit qu'il faut qu'on aille chercher l'argent du détournement. Parce que ceux mêmes qu'on soupçonne d'avoir puisé dans les caisses publiques, mais il faut qu'on aille chercher l'argent. On ne va pas les laisser comme ça partir. Vous voulez dire quoi? Il faut des poursuites judiciaires, des poursuites, condamner s'il le faut. Voilà, et puis récupérer les biens qu'ils ont acquis grâce à cet argent volé. Il faut le faire. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dénoncer un vol si c'est pour laisser le voleur partir? Et en tout cas, il y a beaucoup de déchets de sûreté d'État qui ont été démis de leurs fonctions. À ce jour, seul M. Koulibaly Lamine, qui était directeur général de l'agence de gestion foncière AGF, est actuellement à la MACA. Sinon, Bilé Diemelou, le DG de ensuite Soro, le DG du FER. Moi, je ne te le fais pas dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que la plupart des DG qui ont été démis de leurs fonctions sont des caciques du parti au pouvoir. Donc, M. Ouattara, il est entre le marteau et la mauvaise gouvernance, c'est un mal qui est propre au RHDP. Non, quand on sait que la majorité de ces personnes qui ont été révoquées sont du RHDP. Non, je pense que le RHDP n'est pas comptable des faits et méfaits de certains individus. Cela dépend de l'éducation, cela dépend de la moralité des individus qui ont été choisis pour diriger ces institutions-là. Je pense que eux-mêmes, ces individus, c'est eux-mêmes, ils doivent avoir des problèmes de gestion qui leur est propre et non le RHDP. Au sein du RHDP, je pense, et d'ailleurs c'est valable dans tous les partis politiques, il y a des hommes de valeur qui peuvent porter convenablement les directions, les institutions qui leur sont données. Mais voilà pourquoi j'ai dit que je suis très content que le président Ouattara s'attarde sur la bonne gestion, parce que lui-même, il en a marre. Il en a marre, et s'il a décidé maintenant de taper du poing sur la table, j'estime que maintenant il a les mains libres, puisqu'il a pu acquérir le pouvoir seul sans l'aide de quelqu'un. Il pense qu'il est maintenant libre de frapper sans donner de raison à quelqu'un. Avant, il ne l'était pas? Bien sûr, avant, il n'était pas libre, parce qu'il y avait une coalition qui l'avait porté au pouvoir. Dans ce contexte, il était plus ou moins difficile de lui de frapper, au risque de s'attirer le courroux de certains de ses alliés. Maintenant que c'est son parti seul qui l'a porté au pouvoir, je pense, en tout intimement, qu'il est libre de sanctionner qui il veut. En tout cas, on espère bien que la bonne gouvernance, comme le président Ouattara l'a dit, sera de mise dans ce pays, la Côte d'Ivoire. On va partir pour le deuxième sujet de cette émission, autant pour moi. Le lundi 27 décembre 2021, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Adou Richa, a présenté le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les violences survenues lors de l'élection présidentielle de 2020. Selon Adou Richa, 85 personnes ont été tuées et près de 500 blessés, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions. Parmi elles, plusieurs ont été interpellées. 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées, selon les dires du procureur de la République qui a annoncé des poursuites judiciaires contre les commanditaires de la désobéissance civile, ceux qui l'ont financé également. Réaction, Beta? Bon, vous savez, la réaction du procureur même laisse plusieurs interrogations. Lesquelles? La première, c'est au moment où on commence le dialogue politique, on annonce ce dialogue-là, on le commence en décembre, c'est à ce moment-là précis que le procureur choisit de rendre compte de son bilan, bon, de son enquête. Bon, on se demande, mais à quoi est-ce qu'il veut aboutir? Il aurait pu le faire avant, hein, au point que ça allait constituer un pan du dialogue politique. Mais qu'il le fasse maintenant, on se demande, est-ce qu'il a une volonté de laisser le dialogue politique se faire jusqu'à son terme, ou bien il veut saper déjà le dialogue politique? Et aujourd'hui encore, on est en train de se poser la question, quand on a vu les réactions du RHDP après la sortie du PDCI et du PPACI. Donc, on se demande si ce n'est pas une de connivence qu'ils ont mené toutes ces actions-là, si ce n'est pas un timing bien organisé
pour saper les bases de ce dialogue politique-là qui est en train déjà même de tergiverser, puisque les différentes dates arrêtées pour sa reprise n'ont jamais été effectives. Bon, on se pose la question de savoir est-ce que le régime RIDP veut vraiment du dialogue politique pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Donc, tout cela mis ensemble, aujourd'hui, c'est plus des interrogations que des réponses qu'on peut trouver à cette sortie du procureur. Dao Sekou, quelle est votre réaction face à cette sortie de Ado Richard? Moi, personnellement, j'ai salué la sortie d'Ado Richard parce qu'il faut d'abord dissocier les affaires judiciaires du dialogue politique. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire, nous avons vu comment les élections se sont déroulées et tous les partis politiques ont appelé de tous leurs vœux d'ailleurs, qu'une commission d'enquête soit faite sur les morts, sur les tueries des élections présidentielles. Et donc je pense que, au contraire, au lieu de crier au loup, il faut d'abord saluer la démarche du procureur Adou. Il y a une commission spéciale qui avait été mise en place à l'effet de mener une enquête sur les actions qui avaient été commises durant les élections présidentielles. Et ces résultats, ces conclusions de cette commission de choses sont arrivées, je pense à expiration, sont arrivées à terme en décembre. Donc à mon sens, c'est une heureuse coïncidence. Mais je ne pense pas réellement que les conclusions de cette enquête puissent impacter le dialogue politique. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. L'opposition estime que il y a un lien. Non, le dialogue politique, il y a eu des morts. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Si la justice ne se saisissait pas de ce dossier, les gens auraient crié au loup, dire qu'il y a l'impunité en Côte d'Ivoire. Il faut mettre fin à l'impunité. On ne peut pas demander quelque chose de son contraire. Pendant qu'on demande que la vérité éclate pendant les manifestations de l'élection présidentielle et que la justice, les juridictions répressives se mettent en branle pour répondre aux exhortations des partis politiques, on ne peut pas dans le même temps aussi accuser la justice de vouloir mettre un terme au dialogue politique. Ça n'a rien à voir. Le dialogue politique se poursuivra. La justice également fera son travail. Et tous les auteurs, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, tous ceux qui seront impliqués dans les extorsions qui ont été commises, seront poursuivis. C'est bon. Alors, Beta Michel, est-ce qu'en s'insurgeant contre cette sortie du procureur, l'opposition n'est pas en train d'accorder une prime à l'impunité? Non, loin s'en faut. Nous sommes dans un cadre de dialogue politique. Et le dialogue prend en compte toutes les questions qui se sont posées dans le pays. Donc, pour moi, est-ce qu'au nom du dialogue, il faut passer sur la justice? Non, je ne dis pas qu'il faut passer sur la justice, mais je dis cette justice intrusive dans le dialogue, qui s'est introduite dans le dialogue politique. C'est ça qui pose le problème. On aurait pu accepter, on aurait pu comprendre qu'il ait donné ses conclusions avant et que le dialogue commence pour prendre en compte ces conclusions-là en termes de processus de paix et de réconciliation. C'est ça. Mais quand on commence le dialogue politique et que ça ressemble à plutôt une menace même contre certains acteurs de ce dialogue politique-là qu'à une volonté d'aider ce dialogue politique à avancer. C'est toute la question. Sinon, on n'est pas... je pense que personne ne veut... En quoi est-ce que c'est une menace? Non, quand on dit ce dialogue politique-là, quand on décide de faire le dialogue politique, c'est suite à ce troisième mandat contesté de Ouattara. Donc, déjà, même quand il fait ses conclusions, même quand il ne tient pas compte de la problématique autour du troisième mandat, on se dit, mais c'est juste qu'il veut contenter celui qui est là. Et quand on connaît les pouvoirs du procureur de la République qui répond directement du ministre de la Justice, donc non, moi je ne veux pas qu'on se voile. Tu sais, ce pays-là, on a traversé beaucoup de situations. Et on sait quelles sont les concessions que les différents présidents ont fait pour qu'on arrive à une élection en 2010 à laquelle Ouattara participe. Donc si Ouattara veut aujourd'hui nous donner la paix, il lui appartient de mettre certains mécanismes pour faciliter ce dialogue-là, pour qu'on arrive à un consensus national qui nous permette de relancer la machine politique, la machine institutionnelle. C'est ça la grande question. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il oublie que c'est suite à son troisième mandat contesté, anticonstitutionnel, que nous avons abouti à cette désobéissance qui nous a entraîné encore à une élection calamiteuse qui a abouti à son élection. Donc, il faut qu'il en tienne compte dans sa volonté d'aller à la paix. C'est ça, c'est ce que nous disons. Alors, Dao Sekou. Non, je pense qu'il faut éviter la passion. À mon sens, il y a des institutions
qui s'exprime sur la légitimité d'un candidat. Et dans le cas d'espèce, je pense que le Conseil constitutionnel avait dit que M. Ouattara était habilité à se présenter. Partant de ce postulat... on ne va pas revenir sur ce débat. Non, je le dis, pourquoi? Parce que si c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui avait donné Gbagbo vainqueur et que Ouattara a contesté et Ouattara a été élu. Partant de ce postulat... Il faut éviter encore de revenir partant de ce postulat, je peux terminer. On va écouter M. Dao. Partant de ce postulat, moi je me réfère sur les thèmes juridiques. Parce que si chacun veut aller de son propre commentaire, on ne va pas s'en sortir. La justice, le Conseil constitutionnel a dit que M. Ouattara est habilité à se présenter. Pour moi, il n'y a pas de débat. J'aurais compris l'illégitimité de la candidature de Ouattara si le Conseil constitutionnel avait opposé une fin de non-recevoir sa candidature et que Ouattara s'entêtait à y aller. J'allais applaudir des deux mains le CNT. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, face à cette situation, la constitution même du CNT même est illégale. Et des gens ont appelé ici des leaders des partis politiques à la désobéissance civile. Et selon Adou Richard, ils ont appelé, ils ne sont pas exemples de poursuites justement, judiciaires. Ils ont même constitué un gouvernement et tout ça. Je vous dis, M. Koné, dans d'autres pays, tous les acteurs, je ne vais pas les citer ici, j'ai fait mes recherches dans des pays, il y a des leaders des partis politiques qui ont été fusillés pour moins que ça. Parce que là, c'était une insurrection, c'était un coup d'État, et là, je pense que c'est pas bon. Il faut s'inscrire dans la légalité. Il faut s'inscrire dans la légitimité si nous voulons porter véritablement notre voix. Alors, vous pensez que si jamais on condamne le président Bédié qui a appelé à la désobéissance civile, on condamne Pascal Affi-N'Guessan qui était impliqué, jusqu'à preuve le contraire, personne n'a été condamné. Oui, jusqu'à preuve le contraire. J'ai dit si. Oui, non, si on les condamne, est-ce que vraiment on pourra aller à cette paix en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas juge d'instruction. Le procureur a donné l'ordre à des juges d'instruction de mener les enquêtes pour établir les responsabilités. Donc je pense qu'il faut attendre les conclusions de ces juges d'instruction pour pouvoir se prononcer. Mais j'estime pour ma part que jusqu'à preuve du contraire, il y a la présomption d'innocence. J'estime pour ma part que les leaders, les différents acteurs de l'opposition, les différents acteurs qui ont appelé aux désobéissances civiles, jusqu'à preuve du contraire, bénéficient de la présomption d'innocence. Donc je ne peux pas me substituer au procureur ni au juge d'instruction pour l'instant. Nana Beta, vous voulez réagir? Oui, non, je vais réagir sur ce qu'il a dit. Parce que quand il parle du CNT, il parle de la désobéissance civile, c'est comme si c'est quelque chose qui sort ex nihilo, de rien. Le CNT... Mais ça a existé. Non, mais le CNT vient de ce mandat anticonstitutionnel. Mais en quoi est-ce qu'il est anticonstitutionnel? Attends, quand on faisait la loi de la Constitution donne droit à Ouattara de se présenter. Non, s'il te plaît. La Constitution. Oui. La Constitution. Oui. Si c'est la Constitution, oui. le ministre de la Justice l'a dit. Oui. Ouattara ne peut pas se présenter à un troisième mandat. Si c'est cette Constitution qu'il a venu défendre devant les députés, il a dit devant la nation que Ouattara ne peut pas se présenter. Le ministre de la Justice, je n'ai même pas dit un profane de l'opposition. Aujourd'hui, quand on entend Ouattara, la Conseil constitutionnel dit que Ouattara peut se présenter, on se retrouve un peu dans la situation de 2010 que Ouattara a contesté la décision du Conseil constitutionnel. On se retrouve dans cette Non, en 2010 c'est différent. En 2010, la Côte d'Ivoire était sous le contrôle de l'ONU. Non, mais le Conseil constitutionnel n'hésitait pas? Non. Non, mais la question n'est pas là. Moi, je veux dire, si c'est la contestation des décisions du Conseil constitutionnel, on en a eu. L'ONU a fait le débat. Bon, l'ONU a moi, je dis aujourd'hui, la question de la CNT, oui. Du CNT et de tous ces non, moi, je veux que ça a été motivé par le troisième mandat contesté. Donc, quand on parle de cette situation... Quand on parle de cette situation, il faut évoquer l'origine de cette situation. Sinon, on n'en comprendrait pas le sens. C'est ça aussi. Ça ne sort pas ex nihilo. Non. Donc vous appelez aussi à des poursuites judiciaires contre ceux qui ont permis ce troisième mandat. Voilà. Non. Il faut y arriver. Non, la désobéissance civile à l'origine, la désobéissance civile, Martin Luther King l'a utilisé, Mahatma Gandhi l'a utilisé. La désobéissance civile... La désobéissance civile. Vous répondez à quoi? À des décisions anticonstitutionnelles? Oui, voilà, non, pas anticonstitutionnelles. Non, pas anticonstitutionnelles. Pour crier leur ras-le-bol par rapport à un système qui était là. Et la désobéissance civile se manifeste comment? La désobéissance civile se manifeste de la façon suivante. On dit à la population de ne plus obéir aux décisions du pouvoir en place. Alors vous décriez le fait que cette désobéissance civile n'est pas été pacifique. Dès lors que la désobéissance civile s'est mue en une insurrection, on sort du cadre de la désobéissance civile, on tombe dans le cadre d'une rébellion. Qu'est-ce que tu appelles insurrection?
Mais justement, quand on appelle une insurrection, il y a des morts d'hommes suite à un appel. Ah ben là, il faut que la justice saisisse la chose. L'appel découle de la décision de vouloir imposer un troisième mandat qui n'est pas... Non, moi je ne suis pas là en tant que supporter de la justice, je suis dans l'analyse. Je me base sur des faits. Mais les faits c'est quoi? C'est le troisième mandat aussi? C'est pas la justice l'a autorisé, oui ou non? La justice a autorisé le Ouattara. Donc la justice aussi autorise la désobéissance civile là. Mais non, la justice ne l'a pas autorisé. C'est des individus qui sont levés, tu dis que qui la ont manifesté leur volonté de quand on dit une grève, c'est une décision. Moi, je pense que dès lors que la justice a autorisé. Alors, messieurs, il y a beaucoup, certains observateurs de la scène politique en Côte d'Ivoire qui, après le discours de Ouattara, ont estimé que le président n'était pas beaucoup enclin à la paix, à la réconciliation nationale. Parce qu'il n'a pas évoqué largement la question du dialogue politique. Mais c'est un fait. Parce que moi, je dis souvent aux gens, je dis, vous savez, Ouattara a eu 10 ans de paix. Ce que n'ont pas eu ses prédécesseurs. Et ça, c'est pourquoi c'est une priorité pour le développement. Quand on dit la paix est une priorité du développement, c'est ça. Donc, Ouattara doit inscrire la réconciliation au cœur même de son action politique. Pour vous, ça a été le défaut du discours de Ouattara. Voilà, il a péché. Et puis encore pire, quand Ouattara dit dans son discours qu'il va libérer des prisonniers, mais les auteurs des crimes de sang ne seront pas libérés. C'est pour dire quoi? Moi, je pense que ce discours-là, il l'a tenu depuis 2010 quand il a pris le pouvoir. Et il tient encore ce même discours. C'est pour dire qu'il n'a pas avancé dans sa volonté de réconciliation. Ouattara, lui, il estime que nous sommes déjà dans une situation de paix, il y a la réconciliation, il a énuméré beaucoup de faits. Il a parlé des élections législatives qui ont permis la participation de presque toute la classe politique en Côte d'Ivoire. Tu sais, souvent, moi, quand j'entends nos autorités parler, je dis, mais pourquoi vouloir toujours embellir ce qui n'est pas beau? Faut pas se laisser appâter par ce genre de discours-là. Je vais vous dire, les élections législatives, avant les élections législatives, les dernières élections législatives, il y a eu un dialogue politique. Et les partis d'opposition n'ont pas paraphrasé les décisions de ce dialogue politique-là. Mais ils ont accepté d'aller aux élections parce qu'ils estiment que la vie politique appartient à toutes les entités. Mais ce n'est pas pour dire que Ouattara a bien fait, c'est pourquoi on est parti aux élections. Ils ont refusé de marger sur les décisions qui sont sorties de ce dialogue politique. C'est vous dire que le feu couvre toujours. Le feu couvre toujours et notre devoir à tous, y compris au président de la République, c'est de faire en sorte que ce feu-là s'éteigne totalement. On a vu qu'en 2002, quand on partait, quand la rébellion a éclaté, il n'y avait personne en prison. Il n'y avait personne en prison. Mais c'est parce que le feu couvert que cette rébellion a éclaté. Donc il faut éviter de donner, des arguments à ceux qui peuvent entraîner le pays dans des débordements. Non, mais je pense que... Alors Dao, pour vous, cette sortie du procureur de la République, ça n'entrave pas la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire? C'est pas un sabotage du dialogue politique? Non. Pendant qu'on parle de dialogue politique, on veut dialoguer et puis pendant ce temps, on menace de poursuivre certaines personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut dissocier le dialogue politique des juridictions répressives. Est-ce que cela est possible? Mais non, c'est possible. Tout à l'heure, le frère Beta disait que Ouattara a eu 10 ans de paix, mais il s'est donné les moyens d'avoir 10 ans de paix. Parce que la libération des prisonniers politiques, tout ça, ça fait partie des thèmes de référence de l'opposition qui ont été déposés sur la table du dialogue politique. Ouattara a fait quand même beaucoup d'efforts dans ce sens. Beaucoup de prisonniers politiques ont été libérés. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous savons un peu... j'ai vécu sous l'ère Houphouët-Boigny de tous les présidents. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire le contraire. Aujourd'hui, on s'exprime mieux en Côte d'Ivoire qu'avant. Avant, sous certains régimes ici, lorsque tu ouvrais la bouche pour dénoncer la gestion étatique d'un président, mais ce n'était pas sûr que le lendemain tu te trouves en vie, tu peux passer des vies à trépas. Quel régime? Donc, non, je n'ai pas cité de nom, nous sommes ici, nous sommes témoins de ce qui se passe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a, même si la démocratie n'est pas totale, il y a quand même un brin de démocratie qu'il faut saluer. On ne peut pas tout avoir. Les gens font comme si la Côte d'Ivoire était... Il faut dire que le brin de démocratie que tu vis là, c'est l'opposition qui l'offre. Il y a un brin de démocratie. Non, c'est l'opposition qui l'offre plus que le pouvoir. Il y a un brin de démocratie. Non, mais c'est l'opposition qui l'offre. Parce que ne faut pas oublier que le discours de Ouattara était dans l'opposition. Regardez comment le président... C'est moi qui parle. Regardez comment aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le président de la République, il est à agonie d'injures. Regardez comment on insulte Ouattara à longueur de journée, comme un moins que rien.
Dans toutes les sphères, les gens l'insultent. Mais est-ce qu'on a dit qu'il faut arrêter quelqu'un en Côte d'Ivoire ici parce qu'il insulte le président? Non. Je pense que déjà, il y a une volonté. On veut arrêter des leaders politiques de l'opposition. Il y a une mort d'homme. Non, personne ne veut arrêter. Il y a une enquête. Attention, il faut faire la part des choses. Le procureur n'a pas encore arrêté quelqu'un. Il a parlé d'un état de fait. Il a dit qu'il y a des juges d'instruction qui sont sur le dossier relatif aux morts de la crise de la présidentielle 2020. Donc pour le moment, personne n'est arrêté, personne n'est accusé. Donc je ne comprends pas pourquoi nos amis de l'opposition sont paniqués. Qu'ils attendent les conclusions. Parce que le PPACI fait discours. Le aurait pu attendre les conclusions. Il aurait pu attendre les conclusions pour faire son conférence. M. Ouattara, dans son droit en tant que chef de l'État, il doit imposer la paix. Aujourd'hui, vous voyez, le pouvoir, lorsqu'on est chef, il faut éviter la permissivité de son pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas que jouissif. Si vous vous basez sur le caractère jouissif de votre pouvoir, vous allez le perdre. Un chef, il prend toutes les dispositions pour rassurer sa position, pour sécuriser sa population. Et je pense que M. Ouattara, il a quand même cette volonté-là. Tout n'est pas parfait, mais je pense quand même qu'on doit le féliciter. Beaucoup de prisonniers ont été libérés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les opposants sont là. Damana Picasso se promène, Kone Katina est là, tout le monde est rentré. Mais il se promène depuis. Donc, c'est à saluer. Alors Beta, on vous donne 30 secondes avant de partir pour le troisième sujet. Oui. Pour réagir à ce qu'il a dit. Non, moi je dis que M. Dao fait des amalgames qui nous non, c'est pas d'amalgame, c'est une réalité. On va le laisser. Mieux cerner à la question dont le sujet est ici présent. C'est simple. Il s'agit d'aller à la réconciliation et à la paix. Qu'est-ce que l'opposition demande? Que Ouattara s'inscrive dans cette dynamique-là. Et en s'inscrivant dans cette dynamique, qui se donne les moyens de réussir ça. Moi, je dis, quand tu parles de paix, là, c'est l'opposition qui a donné la paix à la Côte d'Ivoire. C'est pas le pouvoir. Parce que si l'opposition se comportait comme Ouattara, du temps qu'il était dans l'opposition, on n'aurait pas cette paix-là. Non, je ne vais pas répéter ces menaces contre le pouvoir. Tu l'as entendu, un opposant menacer le pouvoir aujourd'hui, de pouvoir le faire tomber, de pouvoir le frapper, il va tomber, de le traiter de moribond. Non, il faut qu'on soit quand même réaliste. Aujourd'hui, l'opposition montre assez de civilité dans sa démarche d'opposition. C'est pourquoi ils lancent les mots d'ordre pour dire bon, on n'est pas content. Mais quand on te dit on n'est pas content, il faut écouter. Est-ce que c'est pas un procès d'intention que l'opposition fait là sur quelle question à cette conférence de presse du procureur, comme l'a signifié le parti au pouvoir? Faut dire que là, sur la conférence du procureur, le RADP a montré qu'ils étaient de connivence avec ce procureur-là. En endossant cette conférence-là. Parce que quoi, on a annoncé le dialogue politique en décembre. Le procureur aurait pu faire sa conférence avant, de sorte que ça soit introduit dans les agenda. Non, attendez, une nation là, il y a certaines priorités quand même. Aujourd'hui, on veut aller à la paix. Qu'est-ce qui est plus cher que la paix? La justice. Non, j'ai dit qu'est-ce qui est plus cher que la paix? Il faut la justice pour avoir la paix. La justice, elle peut se prononcer à tout moment. Elle peut se prononcer à tout moment. Moi, je ne sais pas pourquoi, au moment où on enclenche le dialogue politique, on veut percer ce dialogue politique-là par des décisions de justice qui vont nous emmener encore à aller de l'arrière. Encore que Ouattara même lui-même, quand il fait son discours de fin d'année, il dit déjà... Qu'est-ce que l'opposition craint au juste? L'opposition n'a rien à craindre. L'opposition veut la paix. Alors il faut laisser la justice s'exprimer. Quand la justice s'exprime, le procureur s'exprimer. Non, quand la justice finit de s'exprimer, que l'opposition s'exprime, l'opposition a fait quoi de mal? Elle s'est aussi exprimée simplement, mais on dit que ce n'est pas un environnement propice à un dialogue politique pour la paix. C'est tout ce qu'on dit. Sinon, c'est pas que s'exprimer, c'est pas ça qui gêne, mais on veut créer des conditions pour une réconciliation vraie entre les Ivoiriens, afin que on n'ait plus à vivre les cauchemars qu'on a vécu en 2010, en 2020. Donc voilà, c'est pourquoi même l'opposition a fait un clin d'œil à la communauté internationale pour demander à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans le dialogue politique. Parce qu'on sait qu'elle s'est impliquée, c'est pourquoi on a eu 2010 une élection, donc elle s'implique encore davantage pour qu'on arrive à la paix totale dans ce pays. Voilà. Allez-y. Non, moi je pense qu'il faut éviter de se cacher sous le masque perfide de la réconciliation et du dialogue politique pour occulter le travail de la justice. Non, bien au contraire. Je pense que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de justice, bien au contraire, la paix sera menacée. Mais tout le monde veut la justice. Oui, mais le dialogue politique va se faire, mais la justice également devra se faire. Parce que tout le monde a parlé de l'impunité en Côte d'Ivoire. Tout le monde.
Tout le monde n'a pas de l'intelligence politique. Donc pour une fois, non, je te comprends très bien, mais pour une fois qu'on s'inscrit dans... J'ai dit le timing n'est pas bon. Non, on peut le dire aussi. Non, le timing, peu importe le timing. Non. Moi, j'estime que cette sortie du procureur n'entame à rien la volonté des uns et des autres d'aller au dialogue politique. En rien. Bien au contraire. Non, n'entame à rien. Non. En rien. Non, le dialogue politique aura lieu. Et là, vous êtes en train d'indexer un manque de volonté de l'opposition d'aller au dialogue politique. Non, l'opposition a déjà affiché sa volonté d'y continuer. Oui, l'opposition a dit avec la sortie du PPACI et du PDCI qu'ils veulent bien partir au dialogue politique. Qu'ils sont toujours engagés. Personne n'empêche le dialogue politique. Mais moi, en fait, je trouve l'attitude de l'opposition un peu suspecte. C'est la pendant qu'aucune conclusion n'a été tirée, je ne comprends pas ce branle-bas au niveau de l'opposition. Il y a juste le procureur, il a fait une sortie pour situer un tant soit peu la situation. Mais il n'y a pas encore d'accusation proprement dite. Donc on laisse les choses aller à leur terme et puis on avisera. D'accord, c'est compris. C'est un sujet qui passionne beaucoup, mais on est obligé avec le temps qui nous reste de partir pour le troisième sujet de cette émission. Il est relatif à la sortie des 70 élèves fauteurs de troubles qui avaient été conduits à Bembresso. Ils ont passé 2 semaines là-bas. Le dimanche 2 janvier 2022, ils ont regagné leur domicile. On va écouter le ministre Mamadou Touré. Je souhaite que vous saisissiez la seconde chance qui vous est donnée. J'espère que vous nous ferez honneur et qu'on n'entendra pas qu'un jeune sorti de Bembresso a été repris parce qu'il s'adonnait à des actes de violence donc dans son établissement. Parce que si vous replongez, et je pense qu'avec tout ce qui a été fait, vous n'allez pas replonger, mais si vous replongez ces 9 mois à Bembresso, mais c'est surtout l'exclusion définitive de vos établissements, avec pour certains la possibilité de se retrouver en milieu carcéral. Comment avez-vous trouvé cette méthode du gouvernement qui a consisté à envoyer ses élèves à Bembresso pour des formations dans le cadre du service civique? Bon, le service civique en lui-même, il est bon, mais je crois qu'on peut le faire à l'école sans envoyer les enfants hors de leur cadre de travail. Bon, moi je dis que cette décision a été prise de façon hâtive un peu, parce que il n'y a pas eu, en fait, avant que on ne voie les enfants, je ne pense pas qu'il y ait eu des communications autour de ce que peut encourir un enfant qui se retrouve dans cette situation de congé anticipé. Alors qui devait le faire? Non, quand je dis qu'il n'y a pas eu de communication autour de cette décision, mais dans les établissements, on pouvait déjà le faire. Les censeurs, les enseignants, les éducateurs pouvaient déjà le faire. Pour dire, comme on a l'habitude d'observer ces genres de situations de congés anticipés à chaque approche des congés de Noël, cette année, voilà ce qui sera préjudiciable à ceux qui vont se mettre dans cette disposition-là. Bon, déjà, s'il y avait eu cette petite communication-là, on aurait compris mieux que les enfants se retrouvent à Bembresso. Mais ça a été pris de façon hâtive, on a vu les enfants à Bembresso. Espérons. Parce que là aussi, moi je dis, ils ont été un peu trop médiatisés. Et tu sais que nos enfants aiment ce qui est du matu vu, ils aiment le spectacle. Espérons que cette fois-ci, ils aient compris le message qu'on veut leur faire passer en ce sens qu'ils ne répéteront plus les dérives que nous avons observées. Mais je dis qu'il y a eu trop de médiatisation autour. Mais comme nous attendons de juger à l'effet que cela va produire, bon, nous sommes dans l'espérance que ça aura un impact positif sur nos systèmes éducatifs afin que les enfants, à l'approche des congés, se comportent comme des apprenants et non comme des décideurs. Alors le service civique, il est bon à l'école, mais pas à Bembresso. Le service civique, il est bien à tous les niveaux, même au niveau même de l'administration, pas forcément à l'école. Mais il faut... Moi, je vais au-delà. C'est vrai, on parle de la violence à l'école, mais je remonte un peu en arrière, depuis les années 90. C'est de là qu'il faut partir. La violence est invitée à l'école depuis les années 90 et ça a abouti au summum de la violence avec le coup d'État en 99. Et sa même violence s'est poursuivie, ça a abouti à la rébellion en 2002. Et certains de ces éléments de la rébellion, de certaines violences se sont trouvés à la tête de ces institutions. Donc, lorsque dans un système, dans une société donnée, les modèles sont des anti-modèles, bien évidemment, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui à Bembresso. Ça donne aujourd'hui ce qu'on voit avec le comportement de ces enfants, de ces élèves-là, et même dans l'administration. C'est pour ça que j'ai dit,
Au-delà même des libérations, il faut les envoyer dans un camp militaire pour les inculquer. Oui, dans un camp militaire. Comme ça s'est fait aux États-Unis. C'est pas non, trop, c'est pas ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait au Canada, ça s'est fait dans tous les pays développés. développés. Mais là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Non, dans un camp militaire. Non, il faut les envoyer dans un camp militaire pour leur enlever toute velléité de violence en eux. Parce que cette violence... Déjà qu'à Bembresso, certains ne sont pas d'accord avec la méthode. Non, tu sais, ici en Côte d'Ivoire, les gens sont trop dans l'émotion. Les gens prennent les choses de façon superficielle, sans véritablement creuser. Il va falloir creuser. J'ai dit tout à l'heure, la violence à l'école a abouti à 2 violences majeures en Côte d'Ivoire, le coup d'État et la rébellion. Mais si nous restons en l'État, on va aller de violence en violence, on va former plus tard des criminels à l'école et on ne pourra plus rien maîtriser. Aujourd'hui, l'école n'est que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, le système académique s'est fortement détérioré. Il n'y a aucun respect pour les enseignants, il n'y a aucun respect pour les éducateurs. Le peu d'autonomie décisionnelle qu'ils avaient leur a été arraché aujourd'hui au profit des apprenants. La semaine dernière à Bouaké, il y a des étudiants qui ont eu le culot de vider un professeur de philosophie de son amphithéâtre. Bon, dans un tel contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut militariser l'école. Je le dis bien, il faut militariser l'école de manière à enlever en eux tout ce comportement de violent pour qu'on s'inscrive véritablement dans une logique d'être humain, d'élèves qui veulent véritablement apprendre. Sinon, je vous dis, dans quelques années, ce pays sera ingouvernable. Au lieu de former des élèves, on formera des rebelles, des délinquants, des putschistes, des faiseurs de coups d'État. Alors, Beta, il faut militariser l'école. Non, je crois que c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Il faut éviter ce genre de mots-là. Parce que nous sommes en fait des éducateurs. Hein. Des éducateurs, ils prennent le temps d'informer, d'essayer de policer un peu ceux qui sont en train de former. Nous avons nos jeunes enfants qui ont pris certaines attitudes qui sont quelque peu déplorables. Il faut voir comment les canaliser pour ne pas qu'ils retombent dans ce genre de travers-là. C'est toute la problématique. Donc aujourd'hui, quand on a essayé BMSO, on verra les résultats. Après, on va essayer d'autres méthodes pour que ça n'arrive pas. Mais moi, j'ai dit qu'il faut déjà emmener les éducateurs, les proviseurs à mieux imprégner les enfants de ce qui peut advenir d'eux en cas de récidivisme. C'est là-bas que ça commence, à l'école, c'est là-bas que ça commence. Alors pour ces élèves-là, le ministre a signifié qu'en cas de récidive, ils pourraient se retrouver en prison. Non, moi je crois que le ministre fait un peu trop. Il faut aller avec les tests. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Quelqu'un qui a perturbé l'école, qu'est-ce que la loi dit concernant ce genre de choses? Il ne faut pas brandir des menaces comme si on veut forcément, on veut sanctionner pour sanctionner. On veut sanctionner selon les lois. On ne sanctionne pas dans une république comme on veut. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est dans l'espoir. Parce que je pense qu'on était un peu pris au dépourvu. Donc, on a fait quelque chose pour essayer d'emmener les enfants à ne pas répéter leurs dérives. Mais on ne va pas dire, mais quand tu as fini, tu vas en prison. Mais c'est quoi le but? Il faut aller doucement. Dites au ministre d'aller doucement. Hein. Ce sont nos enfants, il faut aller doucement à eux. Ce n'est pas des délinquants, c'est des élèves. Hein. Ils ont besoin d'être instruits, d'être éduqués encore davantage. Voilà. L'emprisonnement? Une solution? Non, moi je ne parle pas d'emprisonnement. Quand je parle de militariser, ce n'est pas en termes de leur apprendre les rudiments du maniement des canons et autres. Non, c'est la rigueur militaire qu'il faut leur inculquer. J'ai pris l'exemple des États-Unis, qui est le pays le plus puissant au monde, le Canada, la France. C'est dans les centres militaires que ces récalcitrants, ce genre d'élèves sont envoyés pour être rééduqués, pour qu'on leur apprenne le béaba de la vie. Exactement, il le faut. On parle de... Tout à l'heure, le frère Beta parle de non, il faut... Mais ça dépend des élèves. Ceux-là, c'est des voyous notoires. Ils sont notamment connus comme des voyous, comme des délinquants. Non. Des gens qui ont le courage. Vous avez vu la vidéo? Qui prennent sur eux des cailloux pour balancer sur des policiers. Mais je pense que déjà, il y a véritablement un problème. La violence est ancrée en eux. Je n'ai pas terminé. La violence est ancrée en eux. Des enfants de il moins va de falloir... On parle d'enfants de moins de 18 ans. Il faut mesurer les propos aussi. Il faut quand je dis qu'il faut militariser... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Écoute-moi, quand je dis qu'il faut les militariser, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai été là-bas. J'ai suivi des formations là-bas. Je sais comment ça se passe. Vous avez été où? Moi, vous savez, j'ai dit aujourd'hui, moi j'ai enseigné pendant 15 ans. Les élèves, aujourd'hui, dans le lycée où j'étais, me respectaient plus pas parce que j'étais professeur. Ils ne respectaient pas mon titre de professeur. Ils me respectaient parce que j'étais reconnu là-bas comme un expert en arts martiaux. Et très souvent, les collègues qui avaient maille à partir avec certains élèves avaient recours à mes capacités physiques pour mettre de l'ordre. Arrête ça. Donc, non, je te le dis. Non, donc aujourd'hui, c'est pas ça. des élèves qui ont le courage d'affronter des gendarmes, d'affronter des corps habillés,
Je pense qu'il faut les envoyer dans l'environnement de ces militaires-là pour qu'ils comprennent que la violence ne peut pas prospérer. D'accord, c'est compris. Alors, messieurs, on va parler de football. C'est l'actualité. La CAN 2021 au Cameroun. On va suivre cette vidéo et puis on revient pour en parler. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Energy est le plus grand événement sportif d'Afrique et la troisième compétition de football la plus importante au monde après la Coupe du Monde de la FIFA et le Championnat d'Europe de l'UEFA. Total Energy est sponsor titre du tournoi dans le cadre de son contrat de partenariat de 8 ans avec la Confédération africaine de football. Tout comme le CHAN Total 2020, la CAN Total Energy 2021 aura lieu au Cameroun. Il s'agira de la 33e édition de la CAN Total Energy, la seconde organisée par le Cameroun après l'édition de 1972, remportée certes par le Congo. 24 équipes tenteront de remporter le trophée si convoité, parmi lesquelles l'Algérie, tenante du titre, et le pays hôte, le Cameroun. 51 équipes ont participé à la phase éliminatoire initiée en octobre 2019 et 24 d'entre elles auront l'occasion de remporter le trophée. 14 pays ont déjà goûté au bonheur de décrocher la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy. L'Égypte mène le bal avec 7 victoires, suivi par le Cameroun avec 5 titres et le Ghana 4 titres. La Côte d'Ivoire en totalise 2. La Coupe d'Afrique des Nations Total Energy, Cameroun en 2021, verra-t-elle l'un de ces 14 pays étoffer son palmarès ou bien une 15e sélection viendra-t-elle ajouter son nom à la prestigieuse liste des vainqueurs comme le Sénégal, finaliste malheureux de la dernière édition? Réponse au soir du 6 février 2022. Alors, Beta Michel, à partir du 9, ce dimanche même, on commence la CAN 2021 pour finir le 6 janvier 2022. Réaction, après des moments d'hésitation, finalement, la CAN va se tenir. Nous ne pouvons que saluer la grande messe du football qui débutera à partir du dimanche 9. Et nous allons aujourd'hui, comme vous savez, nos éléphants, c'est notre unité nationale. Je crois que nous allons choisir ce moment-là pour lancer un appel à toute notre classe politique, à tous nos acteurs, pour que, pour une fois, nous faisons cohésion autour de notre équipe pour l'encourager à la victoire. Je crois que moi, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire la situation nous donne l'occasion de montrer encore notre capacité d'unité entre Ivoiriens. C'est pourquoi j'en appelle aux décideurs et à tous ceux qui gèrent le football d'emmener les leaders politiques à lancer des messages en vue d'encourager nos pachidèmes à la victoire. Les leaders politiques de tous bords, moi je crois que ça va nous aider aussi mentalement. Et je pense qu'il y a 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Souvent, on voit qu'il y a 23 millions d'entraîneurs. Aujourd'hui, faisons confiance à celui qui est là afin que nous puissions encourager l'équipe. Notre devoir actuellement, c'est d'encourager l'équipe. C'est d'encourager l'équipe à aller à la victoire. C'est de nous mobiliser. Cette victoire-là, c'est possible. Quand vous regardez l'équipe actuelle, nous sommes capables de remporter ce trophée. Non, pour moi, nous sommes, à chaque fois que nous nous engageons à cette compétition, nous sommes capables de la remporter. C'est souvent ce qui nous démoralise, c'est cette énergie, cette dynamique autour de nos pachidèmes là. Souvent on a des sons discordants, souvent au sein de l'équipe même de l'équipe technique, on a des voix qui sortent pour nous dire que ils sont pas bien préparés. Il y a mais on a fini tous ces calculs là, on est engagé. Quand on est engagé, on encourage. Après on fait le bilan. Voilà, donc encourageons nos pachidèmes, allons aller à la victoire et je sais qu'au soir de ce 6 février, nous serons les vainqueurs. Alors, Dao, c'est un optimisme que vous partagez? Absolument. J'ai pour habitude d'être toujours optimiste dans tout ce que je fais dans la vie. Parce que je me dis que lorsque tu vis, il faut faire toujours preuve d'optimisme. Sinon, à quoi bon vivre? Je pense que les éléphants... On n'a pas eu de match de préparation? Non, je pense que ce n'est pas ça le plus important. Les matchs de préparation, il y en a qui le font à l'appel et qui ont des résultats médiocres en compétition. Le plus important, c'est l'état d'esprit. Et comme tout à l'heure, le frère Beta l'a dit, la dynamique nationale autour de l'éléphant, de nos pachydermes. Nous avons une bonne ossature, nous avons quand même des joueurs professionnels aguerris, des joueurs qui ont la fibre patriotique en eux. Et je pense qu'avec cela,
ils pourront relever le défi de cette CAN-là. Il ne faudrait pas sous-estimer de la valeur intrinsèque de nos pachirem. Moi, je suis très optimiste et je pense que c'est quand on doute même des éléphants qu'ils font des surprises, qu'ils font des miracles. Il faut douter des éléphants pour cette année-là. Parce que j'ai l'impression, quand je tourne, beaucoup de gens sont dubitatifs sur leur capacité réelle à pouvoir remporter la coupe. Moi, j'ai dit cette année, les éléphants iront jusqu'en finale. Ça, je vous le dis. Prenez ce que j'ai dit, enregistrez cela, vous allez voir. En tout cas, on a bien noté et puis on espère que ça sera effectif. Ça sera effectif. Au soir du 6 février 2022. Messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Beta, vous êtes directeur de publication du journal Le Bélier. Tout à fait. Dao Seko, vous êtes analyste politique. Merci. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Le premier numéro de la revue de presse grand format pour cette année 2022. En tout cas, on souhaite une excellente, en tout cas un honneur pour nous trois ici présents. Excellente année à toutes et à tous et puis merci d'avoir accepté de nous suivre. Merci de votre fidélité à l'Intelligent TV. À très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.